rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. Volet cathartique, deuxième partie. Comment en musicothérapie peut-on travailler avec la libération émotionnelle? D'après le cours en 2014, le but de la musicothérapie n'est pas d'harmoniser la personne pour qu'elle s'adapte dans son milieu, mais de lui donner plus de possibilités et de liberté d'expression pour une meilleure qualité de vie. Emmanuelle Carrasco, psychologue clinicienne et musicothérapeute. Comment effectuez-vous un travail sur les émotions ou les difficultés des adolescents à travers la musique? Bah, ça, oui, on en a un peu parlé en Oui. filigrane tout au long, mais c'est vraiment... ça fait partie du travail du musicothérapeute avec les adolescents, l'expression de la colère, de la joie, tout ce qu'on peut rencontrer. Et alors déjà, il y a ce travail de contacter en soi l'émotion. Hein. Quand c'est pas facile, ou impossible des fois, c'est possible justement de partir d'une chanson, par exemple, qui en parle. Donc, voilà, c'est... Oui, comme l'exemple de tout à l'heure, Ouais, où l'adolescent qui se reconnaissait dans les paroles oui, de la ouais, chanson. ouais. Des fois, c'est merveilleux comme une chanson vient dire exactement ce qu'on pensait. Mm. Ou comment une chanson, même si on comprend rien, parce que c'est en anglais ou en russe ou n'importe quoi, vient nous toucher. Vient toucher à quelque chose, mais vraiment d'hyper profond, sans qu'on explique pourquoi. Mais en musicothérapie, on va pouvoir travailler là-dessus, par exemple. Selon Terveau, en 2001, si la musique a pour magie de pouvoir réveiller en nous des choses profondes qui jusqu'alors nous paraissaient invisibles, le musicothérapeute, lui, est là pour aider à y mettre du sens. Le contre-transfert est alors son outil principal, lui permettant de se servir de ses différentes observations pour aider le patient à tisser des liens, à associer ses sentiments, émotions ou sensations. Cela lui permet par la suite d'intégrer les différentes parties de son monde interne. Ce travail est d'autant plus important que le partage de ses fantasmes, sentiments et expériences gagne du sens lorsqu'ils sont projetés chez la même personne stable, soit le musicothérapeute. Émilie Pan, psychologue clinicienne. Donc ça, c'est un type d'expression pulsionnelle qui est vraiment de l'ordre de la pulsionalité sexuelle que je rencontre quand même beaucoup avec les jeunes ados avec lesquels je travaille. Hein, il peut y avoir des mouvements masturbatoires à certains moments aussi. Hein, alors, ça va être des frottements, mais on sent que ça se réveille dans le bassin. Est-ce que le fait que j'ai un intérêt pour le vibratoire induit des choses dans les ateliers? C'est pas impossible. En tous les cas, c'est sûr que ça vibre à l'intérieur et que ça vient mettre en réveil corporellement. Hein, là, je parle vraiment de phénomènes corporels, mais qui viennent donner en fait un corps à une pulsionalité qui est souvent un petit peu chaotique en fait. Et surtout à ce moment de l'adolescence, où ils sont déjà en peine pour comprendre le fonctionnement de leur corps, déjà, est-ce qu'il y a une différenciation entre leur corps propre et l'environnement? Enfin, ce sont déjà des questions qui ne sont encore pas résolues. Et en plus, il y a un afflux interne qui est souvent difficile à juguler. Donc, dans ces ateliers-là, il y a une permission, une autorisation, et voire même des fois un encouragement par le vibratoire, ou en tout cas par la dynamique sonore et musicale, à pouvoir ressentir en fait ces événements-là en sécurité. Et puis, idéalement, alors là, c'est plus le cadre des séances, on essaie d'anticiper la fin, on essaie d'anticiper la séparation pour essayer de redescendre tranquillement aussi par rapport à ça. Parce que parfois, on a été très loin. Je parlais tout à l'heure du jeune homme qui balançait sa voix dans le piano. C'est très, très, très puissant. Et du coup, ça rend très vivant. Mais voilà, après, si on se quitte brutalement, ça fait une sorte de chaud-froid qui est quand même assez redoutable. Donc, on essaye d'accompagner aussi ce mouvement-là. Et puis tout à l'heure, je parlais du cachet coucou hein, la petite bête qui monte avec l'archet du violoncelle. Là, on est typiquement dans une façon aussi d'essayer d'apporter une contenance, en tout cas d'apporter une possibilité de maîtrise à ces mouvements ascendants d'excitation, aussi par
la répétition d'expériences qui va permettre de constituer des possibilités d'anticipation. Parce que après, à réclamer ce jeu et être soi-même actif dans ce jeu, on anticipe le moment où ça va monter fort, et où après, on va redescendre, on va relâcher. C'est une espèce de gymnastique pulsionnelle un petit peu. Hein. C'est pas conçu pour ça a priori, mais ça prend cette forme-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur moi, ma vision de l'expression pulsionnelle telle qu'elle se manifeste dans les séances. Plusieurs techniques peuvent donc être utilisées pour accompagner l'expression de cette vie pulsionnelle, de ces émotions, dont certaines déjà abordées par Émilie Pain et Emmanuel Carrasco, telles que l'écoute musicale. Écouter de la musique joue un rôle de catharsis et nous permet de mettre de la distance avec l'émotion ressentie. Dwight et Bossu, 2021. Lara Wakin, musicothérapeute. L'écoute musicale nous permet, par exemple, de travailler l'imaginaire, de confronter la personne à son vécu émotionnel, à des souvenirs, aux émotions, en tout cas ce qu'elle ressent avec la musique, et en même temps, après, de voir qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça. Et nous, notre rôle de thérapeute, c'est de pouvoir l'accompagner pour comprendre ce qu'elle vit déjà, de vivre le moment même avec ses propres émotions, mais en même temps de l'aider à faire le lien entre ce qu'elle vit dans la séance face à une musique précise et aussi le lien qu'elle fait avec sa propre vie après. Et donc, on a tout un travail qui se fait aussi sur l'inconscient à ce moment-là, sur le symbolique. Quand elle entend, par exemple, quand elle voit une image précise, qu'est-ce qu'elle peut symboliser, cette image-là, au niveau inconscient et dans sa vie? Voilà, ça illustre quoi précisément? Qu'est-ce qu'elle donne sens, en fait, à tout ça? Méditez et vous comprendrez. Proverbe oriental. Avez-vous déjà vraiment porté attention à vos sensations physiques au fil de vos pensées lorsque vous écoutez une musique, sans se laisser envahir par elle, mais en étant dans cette observation bienveillante de ce qui se passe en vous? C'est ce que permet la suggestion verbale selon les principes de la pleine conscience. Être ancré dans le présent, connecté à ce qui se passe afin que toute sensation, toute émotion ressentie à travers l'écoute musicale soit intensifiée, conscientisée et élaborée. Prendre conscience du mouvement de la pensée permet de se distancier d'elle, de ne plus être envahi et ainsi de s'apaiser. Dwight et Bossu, 2021. Lara Wakin. Alors, j'utilise la musique à texte, les chansons à texte, au moment où je sens que mon patient il est capable quand même de pouvoir verbaliser derrière et de pouvoir élaborer. Parce que vous savez qu'en musicothérapie, on suit aussi, on est quand même une thérapie non verbale, et donc du coup là, on a beaucoup de personnes qui ont un handicap où la parole n'est pas accessible. Donc la musique à texte, c'est généralement auprès de personnes qui ont peut-être une difficulté à s'exprimer verbalement, mais toute la capacité à s'exprimer verbalement est possible en fait, c'est possible. Je vais l'utiliser généralement après un certain temps. Ça veut dire pas forcément, mais c'est peut-être moi en fait qui fait ça. Pas forcément au tout début de la prise en charge. J'attends à ce que la relation se mette en place. J'attends à ce que la personne se sente assez en confiance en séance et dans le groupe si c'est une thérapie de groupe, pour qu'on puisse aborder les chansons à texte, parce que je trouve que les chansons à texte, ça ramène de soi d'une manière directe. Je disais avant que la musicothérapie, elle ramène, mais d'une manière indirecte. C'est pour ça qu'elle est souple et c'est pour ça qu'elle est abordable. Mais quand je viens avec une chanson à texte et que, par exemple, une personne a subi un inceste et je viens lui parler de ça d'une manière directe, il faut que je fasse vraiment, vraiment attention à ne pas réanimer ce trauma alors que la personne n'est pas prête à l'entendre. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Généralement, je trouve que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus doux, peut-être, effectivement, plus sécure, de partir du rythme de mes patients, notamment mes patientes, où je sens qu'elle est prête pour parler de quelque chose. Par exemple, là récemment, je suis en train de travailler avec elle sur des chansons, mais des chansons qu'elle invente elle-même.
Et dans ce cas-là, je ne ramène pas un texte qui est déjà écrit parce qu'il peut être vécu, il peut heurter. Elle peut s'identifier à ce texte facilement, mais peut-être que c'est un peu trop choquant aussi quand on entend les choses venir et on n'est pas prête à les dire par soi-même. Donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je l'entends dire, ça m'énerve de voir tous ces camarades de classe qui ne me comprennent pas, ils se moquent de toutes les personnes alors qu'ils ne savent pas ce qu'on vit à l'intérieur de soi, etc. Et donc, elle commençait à parler de tout ce qui l'énervait en fait. Et à un moment donné, je sentais qu'elle partait de ses camarades de classe vers quelqu'un d'autre, vers d'autres personnes, etc. Et là, je lui propose d'écrire, tout simplement, d'écrire. Ça m'énerve quoi, précisément? Et de m'écrire, de lister tout ce qui peut l'énerver en ce moment, de partout. Une fois c'est fait, je travaille avec elle pour retravailler le texte et le transformer en texte de chanson, qui est plutôt adapté après pour qu'il soit mis sur une chanson. Ça peut être un texte libre. Il n'est pas forcément rimé, il n'y a pas forcément un certain nombre de syllabes, etc., pas cadencé. Et dans ce cas-là, on invente une musique, on l'enregistre. Elle fait partie du travail musical, elle est assez active pour pouvoir elle-même choisir les instruments, ce qu'on fait en musique, etc., avec mon aide, bien sûr. On l'enregistre et après, on pose la voix parlée directement sur la musique. Ça peut être ça. Comme ça peut être, si c'est des patients qui ont un peu plus de capacité, en tout cas, à pouvoir chanter ou à pouvoir rapper ou à pouvoir faire quelque chose de plus structuré musicalement parlant, eh bien, je vais les inviter à faire quelque chose de plus musical, de plus structuré. Maintenant, les chansons à texte qui viennent d'un tiers, généralement, je l'utilise quand je sens que la personne tourne autour des choses, mais elle n'arrive vraiment pas à les énoncer. Et c'est comme s'il y a un vrai besoin qu'on vienne mettre des mots à sa place. Et donc, c'est un peu une manière comme le psychologue, comme le thérapeute vient des fois parler à la place de son patient quand il sent que ce sont ces mots-là qui vont un petit peu faire vibrer ou toucher. Eh bien là, c'est des chansons qui peuvent venir vraiment résonner avec la personne. Mais par contre, quand j'amène cette chanson-là pour qu'on puisse élaborer des choses qui ne sont pas dites, mais aussi des fois pour l'adapter à mon patient. Ça veut dire qu'on s'autorise à la modifier. On s'autorise à enlever des mots et à les remplacer. On s'autorise à cacher complètement, par exemple, si je vais travailler sur la valorisation de soi, sur la confiance en soi, etc. Quand il y a une tournure de phrase qui est négative, on barre ce qui est négatif et on laisse ce qui est positif. Et on remet tout ça dans un contexte un peu plus positif. Et on travaille un peu là-dessus pour que la personne puisse la chanter et se l'approprier, en tout cas. Luca Dervaux, en 2001, dans son article sur la musicothérapie auprès des adolescents, nous parle également de l'improvisation comme moyen d'expression et de travail des émotions. Favorisés par l'atmosphère de la musicothérapie sécurisante et soutenante, les adolescents se permettent d'expérimenter le son et les instruments. Lors de l'improvisation, la musicothérapie devient plus personnelle et intense. C'est comme un jeu permettant de chercher ce qui va ou ne va pas ensemble. L'improvisation est l'expression des sentiments de l'adolescent, selon le son, s'il est lourd et rapide ou doux et commun. Une coopération s'installe avec le musicothérapeute, et lorsque la situation se fait naturellement avec de moins en moins d'intervention du musicothérapeute, les conflits intérieurs peuvent remonter avec des moments d'anxiété, de colère, de renfermement, voire de tristesse. Le musicothérapeute est alors là pour soutenir et guider l'adolescent dans son expression et sa créativité et peut reprendre avec lui les éléments apportés de son monde interne. Un musicien autodidacte nous témoigne de comment la musique a pu l'aider à faire face à l'expression de ses émotions négatives. Qu'est-ce que la musique vous apporte du coup dans ces moments difficiles, des bienfaits émotionnels? Les moments difficiles, justement, ça peut être des sentiments de tristesse, d'avoir l'impression d'être
au bout de sa vie, mais au sens littéral, au bout du rouleau, pour reprendre l'expression, d'avoir aucune vision sur le lendemain, de même pas savoir ce qu'on va faire de son lendemain. Alors, dans 5 ans, je serai encore moins. Quand voilà, à nos âges, on est censé avoir des projets, on est censé avoir des rêves pour l'avenir, et que déjà se lever le matin, c'est pas facile. Alors forcément, utiliser la musique pour se trouver d'autres projets ou se concentrer sur d'autres projets en tout cas, ça fait partie des bénéfices. Après, ce sentiment, je disais tristesse, c'est tellement large que ça va aider beaucoup. Ça reste un Oui, exemple, une justement. tristesse. Voire même mélancolie, hein, des fois. Hein. Ça peut être. Il peut y avoir des moments où on a des idées très très noires. Plutôt que justement à réfléchir à comment on pourrait faire, gratter 2 heures. Non, comment on pourrait faire pour mettre en pratique ces idées noires, je précise. Au cas où. Ça peut aider, ouais. D'accord, donc ça réduisait, on va dire, ces envies ou même ces idées noires qui vous traversaient l'esprit. Juste le fait de penser à ce genre de truc, c'est déjà horrible. Bah Quand oui. on y pense. Alors, Oui, j'ai des amis, j'ai une famille, imaginez même les conséquences que ça pourrait être. En y réfléchissant, je le prends plus comme un... C'est pas du tout vers le jugement, hein, mais plus comme un acte d'abandon, de lâcheté. Ça fait un peu fort, ça fait un peu jugement vis-à-vis des gens qui ont malheureusement utilisé ça, mais ça revient au fait de s'occuper, de se valoriser, de changer l'esprit, de se prouver qu'il y a autre chose qui existe que tout ce à quoi on peut penser. Oui. D'accord. Donc en plus du fait que ça pouvait vous procurer, on va dire, un sentiment de satisfaction personnelle, de valorisation, d'estime de soi, ça peut aussi réduire des sensations désagréables, comme la mélancolie. Ouais, je cherche d'autres mots pour La exprimer des tristesse. sentiments, mais non, un autre, mais... Dévalorisation Ouais, de des soi, valorisations totales de soi, D'accord. profondes et bien violentes. Donc c'est que la musique qui a permis de vous faire Moi, dépasser cette dévalorisation. Ouais, vraiment la dépasser, de ne pas utiliser d'autres moyens juste pour justement éteindre son cerveau. D'avoir un effet bénéfique à court, moyen et long terme. Parce qu'après, les moyens d'éteindre mon cerveau, j'en avais plein. Hein. Une palette de drogue énorme. Il peut y avoir des trucs aussi beaucoup plus bidons, mais genre passer toute une journée à jouer aux jeux vidéo, t'éteins ton cerveau aussi, hein, c'est sûr. Hein. Mais au final, le lendemain, tu te sens pas mieux non plus. T'as rien fait de ta journée. C'est plus valorisant, oui. Voilà. Enfin, je dis jeux vidéo, mais ça peut être passer sa journée devant Netflix, enfin, voilà, faire la larve. D'accord. C'est vraiment peut-être le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un effet bénéfique après. D'accord. Et pas juste cacher le symptôme, mais d'arriver à avancer. Ouais. Emmanuelle Carrasco. Je vais vous donner un dernier exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé avec un adolescent qui est extrêmement persécuté. Et il me disait adorer la musique, etc. Puis alors en fait, il était hyper défensif, j'avais accès à rien. Il me répondait de manière très pauvre sur j'entends du piano, j'entends j'aime pas. Enfin bon, il était extrêmement défensif. Un jour, il m'amène une musique qui parle de lui, donc il se dévoile un petit peu plus, un tout petit peu plus. Et moi, à suivre, je lui passe une musique. Et là, il se met à être très agressif avec moi. Il me demande la fin de la séance. Et après, il va dire aux infirmiers, elle a fait exprès de choisir une chanson qui me fera pleurer, qui me ferait pleurer. Et moi, c'est juste avec ce que je connaissais de lui, ce qui m'avait fait écouter, l'émotion que je sentais. Donc, j'ai dû reprendre que je n'avais pas l'intentionnalité mauvaise de le faire pleurer. Mais alors, lui qui était très persécuté, vous voyez comment il s'est saisi de ce truc-là. Et en fait, c'était insupportable pour lui d'être touché et de parler de ses émotions. Impossible. C'était beaucoup trop tôt et très menaçant. Enfin, je pense qu'il serait complètement effondré. Donc dans cet exemple-là, dans l'avenir, comment ça pourra se passer des séances de musicothérapie avec cet enfant-là? Ah, j'ai arrêté. Ça lui allait pas. C'était pas le moment. C'était pas possible. C'était pas le moment. Je suis venue vraiment... Et après, l'alliance n'a plus été possible. D'accord. C'est rare, mais ça peut arriver. D'accord.
l'Alliance, il a été tellement persécuté par la chanson que je lui ai fait écouter. Et en fait, il avait l'impression que j'étais dans sa tête, quoi. C'était extrêmement menaçant. D'accord, donc il faut faire bien attention Ben à oui. ne pas envahir les personnes. Mais oui, et ça, on ne le sait pas toujours à l'avance, d'ailleurs, quand on choisit une chanson. C'est la question de la subjectivité de la rencontre. Et vous voyez, c'est délicat. Ceci est le dernier podcast du volet cathartique. Nous vous invitons à écouter le prochain volet concernant la fonction contenante en musicothérapie. C'était Au rythme de la maladie, un podcast des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix de Anne Ramos-Giquel, Juliette Vabre et Anaïd Dugarte-Butel. Intervenants, Lara Wakim, Emmanuel Carrasco et Émilie Pain. Encadrement par Margot Leborgne et soutien de l'association Psycli. Merci pour votre écoute.